Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voie un peu alternative, souvent mise de côté, de la pensée marxiste. Une tradition qui, vous allez voir, met vraiment l'accent sur la lutte à la base, bien loin des partis et des États. Allez, c'est parti. Alors, juste avant de commencer, je précise que cette présentation s'inspire d'un article vraiment passionnant. Le lien est juste en dessous, dans la description. Pour celles et ceux qui veulent vraiment approfondir, sa lecture est plus que recommandée. Quand on parle de marxisme, bien souvent, deux images viennent en tête. D'un côté, les partis sociodémocrates qui jouent le jeu parlementaire, et de l'autre, les régimes autoritaires qu'on a connus au XXe siècle. Mais si ce n'était pas toute l'histoire, s'il existait une autre voie, une autre possibilité, centrée non pas sur le pouvoir d'en haut, mais sur l'auto-organisation des gens. Eh bien, c'est précisément de cet autre marxisme dont on va parler. Une tradition qui n'est pas sortie de nulle part, mais qui a émergé au cœur des luttes ouvrières. Son idée force, privilégier l'action directe et la démocratie par le bas, via ce qu'on a appelé les conseils ouvriers. Alors, qui sont-ils ces marxistes qu'on appelle hétérodoxes? En fait, ce sont des penseurs et des militants qui se sont battus sur deux fronts. D'un côté, ils refusaient l'idée qu'on pouvait changer le système juste avec des élections et des réformes. Et de l'autre, ils critiquaient tout autant le modèle du capitalisme d'État où un parti unique contrôle toute l'économie. Leur point commun, leur boussole, la conviction que la véritable émancipation doit venir de la base et de personne d'autre. Mais alors, on peut se demander pourquoi cette tradition est si peu connue, pourquoi a-t-elle été oubliée? La raison, elle est historique. Ce courant s'est retrouvé complètement pris en étau. D'un côté, la répression féroce des États capitalistes, et de l'autre, la mainmise de Moscou sur le mouvement communiste international qui a imposé une discipline de fer et a écrasé toutes les voix dissidentes. Cette voix a donc été étouffée. Pour bien comprendre ce courant, il faut absolument revenir à sa figure fondatrice, la véritable étincelle qui a tout allumé, Rosa Luxemburg. Une théoricienne absolument brillante et une militante de tous les instants. Là, on touche au cœur d'une dispute fondamentale de l'époque. Face à un réformiste comme Edward Bernstein, qui pense qu'on peut améliorer le capitalisme petit à petit, par les urnes, la réponse de Luxembourg est sans appel. C'est une illusion. Pour elle, aucune réforme ne sera jamais suffisante. Le seul objectif, c'est un renversement total du système par l'action collective des travailleurs eux-mêmes. Et son grand livre économique, L'accumulation du capital, est d'une actualité mais vraiment saisissante. Elle y décrit un système qui a un besoin vital de s'étendre en permanence pour survivre. Il doit tout transformer en marchandises, que ce soit les terres lointaines via la colonisation ou, plus près de nous, les services publics. Et elle anticipe que quand cette expansion butera sur ses limites, le capitalisme se tournera alors vers le militarisme et l'impérialisme pour continuer à fonctionner. D'accord, mais comment on agit concrètement? Pour Rosa Luxembourg, la réponse est claire, sûrement pas en attendant les consignes d'un parti qui saurait tout. Elle parle de la grève de masse, non pas comme d'une stratégie décidée en haut lieu, mais comme d'un mouvement spontané, organique, qui jaillit directement des conflits sur le terrain. Le point clé, c'est que pour elle, c'est l'action qui crée la conscience et pas l'inverse. C'est une confiance immense dans la créativité et l'intelligence des masses. Après l'assassinat de Rosa Luxembourg, ses héritiers vont pousser sa logique encore plus loin. La gauche dite germano-hollandaise va acter une rupture encore plus radicale en rejetant non seulement le parlementarisme, mais aussi la forme même du parti politique. Et c'est là que va vraiment se théoriser ce qu'on appelle le communisme de conseil. L'idée centrale est simple, mais dévastatrice pour l'époque. La société future ne doit être dirigée ni par un parti, ni par un État, mais par une fédération de conseils de travailleurs, de délégués élus et révocables, nés directement sur les lieux de travail et dans les quartiers. Anton Pannekoek, qui est une des têtes pensantes de ce courant, va d'ailleurs porter un regard absolument féroce sur ce qui se passe en Union soviétique. Pour lui, la révolution d'octobre n'a pas abouti au socialisme, mais à une nouvelle forme de capitalisme, le capitalisme d'État. En gros, l'État a pris la place des patrons et la bureaucratie du Parti communiste est devenue la nouvelle classe dominante, en prenant bien soin d'écraser les vrais conseils ouvriers, les soviets, pour asseoir son pouvoir. Et cette phrase d'Otto Rulet, elle résume tout. C'est lapidaire, c'est direct. La révolution n'est pas une affaire de parti. Rulet, qui a pourtant été député, en arrive à cette conclusion radicale. Le parti, même s'il se dit révolutionnaire, finit toujours par devenir une structure qui cherche à contrôler et à canaliser les mouvements au lieu de les libérer. La révolution pour lui, c'est l'affaire des masses, organisée en conseil. Point final. Mais attention, il ne faut pas croire que tout ça reste de la pure théorie, des débats d'intellectuels. Loin de là, voyons un peu comment ces idées se sont incarnées dans des pratiques très concrètes. Un exemple formidable, c'est l'action de Sylvia Pankhurst dans l'East End de Londres. Elle venait du mouvement pour le droit de vote des femmes, les suffragettes, et elle a compris qu'il fallait connecter les luttes. La lutte féministe, la lutte ouvrière et la lutte anticoloniale. Et comment? En s'organisant à l'échelle du quartier, en créant des formes d'entraide très directes, des soupes populaires, des garderies. C'est l'auto-organisation qui répond à des besoins immédiats.
Pendant ce temps-là, sur le plan philosophique, un penseur comme George Lukács va développer un concept qui aura une influence énorme, la réification. C'est l'idée que le capitalisme a cette capacité à transformer les relations vivantes entre les êtres humains en des relations froides entre des choses, des objets. On ne se voit plus comme des personnes, on se perçoit comme de la main-d'œuvre, des consommateurs, des fonctions. C'est une forme profonde d'aliénation. Et c'est là qu'un autre théoricien, Karl Korsch, arrive avec un avertissement crucial. Il dit « Attention, la théorie marxiste elle-même, si elle se coupe de la pratique réelle des luttes sociales, si elle devient un discours de spécialiste, alors elle meurt. Elle se transforme en une idéologie figée, un dogme stérile. La théorie doit sans cesse être irriguée, testée, transformée par le mouvement réel. » Bon, après ce parcours, on peut se demander qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Quel est l'héritage de cette tradition? Et surtout, est-ce que ça a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Si on devait synthétiser les grands principes, ce serait ça. Primo, le moteur de tout changement, c'est l'auto-organisation populaire. Secondo, la forme que doit prendre le pouvoir, ce sont les conseils, la démocratie directe. Tertio, un rejet radical du jeu parlementaire et de toute forme de bureaucratie. Et enfin, ce lien absolument vital, indissociable, entre la théorie et la pratique. Et encore une fois, cet héritage n'est pas qu'une liste de principes. Il a été porté dans la chair par des militants, souvent ouvriers eux-mêmes, comme Paul Matic. Il a participé aux grèves insurrectionnelles en Allemagne après la Première Guerre mondiale, puis, exilé aux États-Unis, il a contribué à organiser des conseils de chômeurs pendant la Grande Dépression. C'est bien la preuve que ces idées peuvent être des outils pour l'action. Ce qui nous amène tout droit à la question finale. Face aux impasses politiques actuelles, à la crise écologique, face aux nouvelles formes de contestation qui émergent un peu partout, est-ce que ces vieilles idées d'un marxisme oublié, est-ce que ces pratiques d'action directe, d'autonomie, d'organisation par le bas, n'ont-elles pas, au fond, une résonance toute particulière aujourd'hui ? Pour continuer la réflexion, je vous invite à découvrir le podcast Martin Eden Plein Cadre. C'est un format long, avec des entretiens passionnants, avec des chercheurs et des intellectuels. Le lien est dans la description et aussi dans le commentaire épinglé. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne La Biblio de Martin Eden et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.